Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième numéro de Sens Aigu. On va repenser le monde ensemble. Je suis Vincent Cespedes et je vais faire avec vous d'abord deux temps dans cette rencontre qu'on a en direct sur vidéo Facebook Live. Premier temps, il s'agira d'une conférence en live, une conférence en direct. Donc je vais pas tellement prendre en compte vos messages du début de la vidéo jusqu'à environ 55 minutes. Nous serons ensemble et je vous exposerai une pensée argumentée, articulée. Je pense qu'il est bon en ces temps de grande confusion politique et éthique, il est nécessaire de pouvoir argumenter, sinon on tombe dans de l'invective, de l'injure, et des pluies de petites phrases qui ne peuvent pas se cimenter en une vision conséquente de ce qui se trame aujourd'hui et de l'enjeu républicain qui a lieu dans les urnes le 7 mai. Voilà, donc une conférence en live suivie de questions-réponses, plus d'une demi-heure de questions-réponses après cette conférence en live. Vous êtes déjà 30, c'est formidable, mais ça ne suffit pas, il faut qu'on soit le maximum. Bonsoir de partout, Latifa, tu es à Belfort, bonsoir. Donc je vais vous demander à tous qui êtes déjà connectés de partager hyper abondamment cette vidéo. Et on se donne comme ça 7 minutes encore où la conférence ne commence pas, les questions-réponses ne commencent pas, mais on passe par un temps de partage, ce que je vais faire également sur mon journal. Alors vous partagez sur vos journaux, bonsoir à tous, vous partagez sur vos journaux en disant voilà, il y a une conférence live suivie de questions-réponses. On va parler de ce qui se passe en France aujourd'hui, en France en tout cas, oui voilà, dans notre République. On va discuter après dans les questions-réponses. Prévenez vos amis, ils seront tous entendus, il n'y a pas de censure du tout dans ce live. Je vais vraiment répondre à tout le monde après ma conférence. Et la conférence, elle est inédite, elle est vraiment inspirée de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, hier et dans les jours qui ont précédé. Inspirée aussi, vous le savez bien, de mes lectures. Voilà, j'essaye de nous donner les éléments pour pouvoir prendre un peu de hauteur. Surtout que la confusion et l'imposture a pris je dirais, un essor extraordinaire ces dernières 24 heures dans le camp de Marine Le Pen. On a l'impression, à l'écouter juste depuis 48 heures, que c'est le général de Gaulle incarné, qu'elle est faite d'amour et qu'elle a des sentiments angéliques. Donc, dans ce live, on va essayer de revenir sur l'historique de son parti chéri, le Front National, et on va essayer de réfléchir sur à quoi faut-il faire barrage le 7 mai exactement. Il ne s'agit pas juste de dire il faut faire barrage au Front National, il faut essayer de comprendre à quoi on doit faire barrage, sachant qu'il ne s'agit pas de valider le vote Macron pour le programme de Macron, mais de faire barrage à quelque chose qui est bien plus dangereux et bien plus définitif qu'un vote de centre-droit. Voilà, ou de droite pour ceux qui pensent que Macron est carrément de droite. Ceci dit, on l'a entendu aujourd'hui, on a lu son programme. Je ne pense pas qu'il soit pire qu'un Nicolas Sarkozy qui agitait les questions de l'identité nationale et qui mettait les racailles de banlieue contre les bons Français dans une violence exacerbée. Je pense vraiment que Macron est moins pire, excusez-moi l'expression triviale, et humoristique que Nicolas Sarkozy. Donc ceux qui nous dépeignent aujourd'hui Macron, c'est notamment le fait des insoumis qui sont vraiment insoumis ils sont insoumis même à leur propre jugement. Franchement, on a quelqu'un qui est moins pire que Nicolas Sarkozy, quelqu'un qui n'est pas dans le camp de la haine, qui n'a pas des discours de haine, qui a des discours fédérateurs pour toutes les sexualités, pour toutes les ethnies, pour les étrangers. Voilà, donc bien sûr, il aura une politique certainement libérale, qu'on pourra combattre dans la rue, sur le terrain intellectuel et sur Facebook, puisque je vois qu'il y en a plein qui sont très actifs sur Facebook pendant ces périodes et qui se sont politisés d'ailleurs, qui ont profité de cette élection pour bien se politiser, c'est très bien, mais on pourra combattre ça, mais on a affaire à quelqu'un qui est vraiment pas le suppôt suprême du capitalisme détruisant les nations. Voilà, certainement il y a du combat à mener.
mais je crois vraiment qu'on exagère Macron en faisant un diable, alors que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, Macron n'a jamais agité l'épouvantail du racisme. Il n'a jamais agité même la haine envers ses adversaires. C'est pas quelqu'un qui n'est pas dans la haine dans le discours. Alors vous allez me dire, c'est que du discours, c'est de la façade, etc. Mais le discours, ça compte. Ça compte énormément, le discours. Et la nocivité d'un Nicolas Sarkozy, elle n'était pas simplement due à un programme et à des tractations politiques et des choix politiques, elle était aussi due à un discours et à une apparence, une manifestation de soi, une scénarisation de soi, un storytelling de soi extrêmement nocif et extrêmement, je dirais, utilisant extrêmement la haine. Voilà, donc avec Macron, on n'a pas, à mon sens, le diable absolu que certains frustrés de ne pas avoir leur candidat au second tour veulent bien nous dépeindre. Voilà, j'aimerais juste qu'on relativise un tout petit peu ça. Ou alors, venez, allez-y, on va argumenter. Mais, on commence donc par partager cette vidéo. Je le disais, donc sur votre journal, on va partager cette vidéo encore quelques minutes. Je me suis donné 8 minutes depuis le début de cette vidéo et donc il reste encore 2 minutes avant que la conférence commence. Voilà, cette vidéo sur vos groupes. Donc les groupes, au moins 10 groupes, 15 groupes, vous en avez plein des groupes puisqu'on peut vous mettre dans des groupes sans vous demander votre avis. Profitez-en pour partager la vidéo. Et puis partagez sur vos pages, les pages que vous aimez, vous pouvez très bien, surtout les pages politiques, n'hésitez pas à dire, voilà, il y a une conférence qui va essayer un peu d'avoir une vision cohérente, le temps de l'argumentation et le temps d'un débat. Bonjour à tous, je ne vous dis pas bonjour à tous, mais je vous vois évidemment défiler, puis vous pouvez bien sûr parler entre vous, étayer ce que je dis, contredire ce que je dis, et quand il y aura le temps de questions-réponses, je le signalerai, on aura une bonne demi-heure pour discuter ensemble sur les points, les objections, les approfondissements que vous aurez signalés. Voilà, donc on partage encore 1 minute, vous pouvez partager pendant tout ce live, a été recruté par, oui voilà, donc vous me sortez les dossiers du méchant Emmanuel Macron, d'accord. Je suis étonné, juste une parenthèse, c'est étonnant que Osons Causer se manifeste si peu, vous savez, ces blogueurs et ces youtubeurs très sympathiques qui nous ont fait tout un truc très sympa d'ailleurs de dénonciation des candidats, puis à la fin, juste genre 2 jours avant, ils nous ont dit tiens c'est bizarre, on voulait pas vous le dire mais on vous le dit quand même, nous on est tous pour Mélenchon, on est 3, on s'est consulté, tiens c'est bizarre, on est tous pour Mélenchon. Et puis là, silence radio dans l'entre-deux tours. C'est étonnant ce truc de Osons Causer, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de très très bonne communication mélenchonesque. C'est assez étonnant. Que je suis étonné en fait du silence. Je l'ai mentionné dans ma page de façon humoristique avec des marionnettes qui discutent, mais je l'avais déjà signalé dans le Sens aigu numéro 3, le silence des rappeurs me sidère. À part IAM, qui sont quand même les papis du rap, je suis sidéré. Alors il y en a qui me disent oui, mais les rappeurs ne sont pas invités à la télé, etc. Oui, mais les rappeurs communiquent avec leurs fans de façon extrêmement régulière, plusieurs fois par jour, sur Instagram, Snapchat, Twitter et Facebook. Il suffit d'aller voir, vous connaissez peut-être des noms, allez voir Youssoupha, allez voir Joey Star, Cool Chain, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Et Lino, d'Arsenic, et d'autres. Bon. Et c'est étonnant qu'il n'y a absolument rien. Étonnant que finalement ce faire barrage-là est devenu un gros mot. On a presque honte de dire qu'on fait barrage. Et même les éditorialistes, Ferroni et d'autres, mettent des pincettes lorsqu'elles utilisent ce mot de faire barrage. Faire barrage à l'extrême droite, c'est un honneur, selon moi. Faire barrage à l'extrême droite, c'est extrêmement important. C'est une mission, c'est quasiment une mission, je dirais, de citoyen, élémentaire. Et le fait que la zizanie soit dans les têtes aujourd'hui et que chacun déboussolé critique, des gens de gauche, qui se disent en tout cas de gauche, disent faire barrage, on a, vous savez, cette petite vignette de perroquet de Tintin qui répète tous « je fais barrage, il faut faire barrage ». Et Polony, qui soutenait Mélenchon, nous dit faire barrage, c'est horrible d'utiliser ce mot, on n'a pas le droit d'inciter les gens, ça s'appelle la politique. Vouloir influencer les gens sur des choix, ça s'appelle juste la politique. Mais on n'a pas le droit, tout d'un coup ça va pas. Je trouve ça très dommage et on va réfléchir vraiment, si vraiment c'est un gros mot de faire barrage au populisme,
faire barrage au fascisme, faire barrage au racisme, faire barrage au poujadisme, faire barrage au nationalisme, faire barrage à la xénophobie. Est-ce que c'est vraiment un gros mot? Est-ce qu'il faut se moquer? Alors, ceux qui se moquent les appellent les castors. C'est-à-dire ceux qui se tapent le boulot, en fait, hein, parce que les autres, en consommateurs repus et pourri gâtés, ne sont pas contents de ne pas avoir le plat qu'ils avaient commandé au premier tour de l'élection présidentielle, et boudent, et nous laissent faire le boulot, nous, les républicains, enfin, qui avons conscience que faire barrage, c'est un impératif. Voilà, donc, on va analyser tout ça. J'ai du mal à partager, je vous dis de partager, et j'ai du mal moi-même à partager, tellement je suis absorbé par cette conférence qui vient. Vous êtes 71, c'est magnifique, donc partagez abondamment. Je partage également avec vous. Hop. Alors, comprenez bien l'exercice, ceux qui nous ont rejoints. L'exercice consiste à une conférence où je pourrais articuler ma pensée, donc je ne vais pas rebondir sur vos messages, je ne vais même pas les lire. Alors ça peut être des messages venant de tous bords, hein, donc je compte sur vous pour manœuvrer les républicains au sens qui aimons la République, très cher, et non pas les républicains au sens de les républicains. Voilà, confusion sémantique à tous les niveaux, la zizanie est partout, mon cher Cyril. Voilà, donc je compte sur vous pour entretenir la flamme du débat et de la résistance. Et puis là on va commencer donc, la conférence commence, attendez, je me fais une tête bizarre. La conférence commence maintenant, et ensuite, après cette conférence, dans environ 50 minutes, 45 minutes, 50 minutes, je vais faire des questions-réponses, et c'est à ce moment-là où je signalerai, allez-y, posez vos questions. Donc ne m'en voulez pas, si je ne rebondis pas sur vos remarques, ça se fera dans 45 minutes. Voilà, pour l'instant j'ai envie de pouvoir m'accorder ce luxe, sur ma page officielle, m'accorder ce luxe de pouvoir faire une conférence inédite sur ce qui s'est passé, et sur à quoi on doit faire barrage. Je commencerai par un mot de quelqu'un qui quand même peut faire un peu consensus, hein, qui est quand même une figure morale qu'on a perdue il n'y a pas si longtemps. C'est peut-être ce dont on manque, hein, des figures morales. Alors on se tourne vers Edgar Morin, on se tourne vers Touraine, le philosophe, on se tourne vers José Bové, peut-être pour ceux qui l'aimaient bien, mais il nous manque quand même, c'est pour les castors, Arturo, oui, on va en parler, de cet humour cynique et totalement contre-productif en termes démocratiques. Je suis fier d'être un castor, voilà, si c'est ça que tu veux. Je suis extrêmement fier d'être un castor le 7 mai, et j'aimerais vous montrer pourquoi quelqu'un de fou, sur Facebook en live, peut se dire fier d'être un castor. Voilà, c'est un peu le propos de cette conférence. J'aurais pu d'ailleurs appeler ça comme ça, fier d'être un castor. Voilà. Oui, pour être un castor jusqu'au 7 mai. Après, on va faire autre chose. On va faire des choses plus intéressantes. Vous savez, les barrages, c'est sympa, hein. Ça donnait la barricade. C'est intéressant le mot barricade. La commune était faite de barricades. Ceux qui aiment bien la gauche doivent s'émouvoir quand je cite la commune, quand je cite Victor Hugo, 93, etc. Les barricades, c'est beau faire barrage. Faire barrage à la bêtise, à la haine, faire barrage à la violence. C'est très intéressant de faire barrage. C'est pas du tout un gros mot. Faire barrage à la misogynie et à la xénophobie, c'est pas mal. Si c'est ça être un castor pour vous, c'est pas mal. Et ceux qui ne font pas barrage, vous savez, ce sont aussi des castors d'une autre espèce, d'un autre type, mais ce sont aussi des castors. Ils font barrage à autre chose en ne faisant pas barrage. C'est le problème. Je reviens sur ma boussole morale juste après, excusez-moi. Je parlais à deux jeunes filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans, noires, françaises, et d'origine africaine. Je ne veux pas préciser leur pays, ça ne sert à rien, mais d'origine africaine. Et qui ne voulaient pas faire barrage, qui ne veulent pas faire barrage. Et qui ne sont pas dans une famille spécialement aisée. Et voilà, ils ne font pas barrage. Leurs arguments m'ont glacé. Pour l'une, il était question d'une frustration, de ne pas comprendre la politique, de ne pas se sentir représenté, et de dire finalement c'est votre problème de blanc, démerdez-vous. Texto. Démerdez-vous, c'est les blancs, c'est les blancs. Et pour l'autre, elle m'a sorti le superbe mot venant des indigènes de la République, le mot de racisé, vous savez, ce mot qui fait que ceux qui sont victimes d'actes et de paroles racistes
renvoie tout de suite à l'idée que l'État serait raciste, racisme d'État. Et il y a des grandes figures médiatiques qui nous ont parlé sans vergogne du racisme d'État français, d'État, et non pas d'actes racistes et peut-être de culture raciste ou de mentalité raciste, non, racisme d'État. Et l'autre m'a dit, je suis une racisée. Sous-entendu, moi je n'avais pas trop de légitimité à parler du racisme, puisque je ne suis, vous voyez, je suis blanc de peau. Alors bien sûr, mes parents ne sont pas, je dirais, de famille française. Mes parents, voilà. Donc je suis très métissé, mais ça se voit pas. Donc voilà, donc moi je n'ai pas de légitimité à écrire 600 pages dans Marabouté, mon roman sur l'Afrique et l'Occident, à écrire Mélangeons-nous, enquête sur l'alchimie humaine, un livre qui plaide pour le mélange humain. Voilà, donc moi je suis racisée, disait-elle, et donc finalement c'est déjà fait. Le racisme est tellement déjà là, le racisme d'État est tellement déjà là, tellement présent. Elle doit, à mon avis, beaucoup consommer ces sites, vous savez, où les exactions racistes sont répertoriées en boucle, mais sans autre fenêtre de tir. Je lui dis, mais tu sais ce que tu dis, c'est les indigènes et c'est les Dieudonné. C'est exactement ça, la compétition de la victimologie. Elle m'a dit, écoute, moi j'aime bien Dieudonné, voilà, ça m'empêche pas d'être critique, je fais du droit, etc. Et j'aime bien Dieudonné, etc. Voilà, donc on en est là, on a affaire à je pense que c'est quand je vois justement les rappeurs que j'évoquais au début et je m'intéresse beaucoup au Twitter des jeunes, Instagram, Snapchat, ce qu'ils partagent. On voit une mobilisation très très faible. Il y en a qui font leur boulot, hein, mais très très faible. Et on le voit bien dans les rues. J'ai manifesté aujourd'hui, j'ai été dans la rue. Voilà, il y a une inertie, une léthargie française réelle. Et j'ai l'impression qu'il y a une victoire là. Il y a une victoire, d'ores et déjà, il y a une victoire du vrai racisme qui a été très mal combattu par un certain antiracisme. Un antiracisme communautariste, un antiracisme défaitiste, un antiracisme qui ne voulait pas lutter du côté de la justice, un peu comme un Martin Luther King, on en a parlé au Sens aigu numéro 3, mais du côté de la violence, un peu comme un Malcolm X, c'est-à-dire se revendiquer d'un nationalisme noir pour répondre aux violences par la violence. Voilà, donc c'est dommage, c'est déplorable, mais c'est notre échec. Profondément, c'est notre échec, et le mien, d'autant plus peut-être le mien, que j'écris des livres et je peux avoir un tout petit écho médiatique. Ça me fait beaucoup réfléchir. Je vous dis que ça me fait du bien d'être avec vous en discussion après, parce que j'ai déconné. Je crois que j'ai vraiment déconné sur ce coup-là. Je crois pas être le seul, mais ça doit pas me consoler. J'ai lâché le truc. J'ai cru que c'était fait. En fait, j'ai cru, et je crois qu'on est beaucoup dans ce cas, j'ai cru que 2002, ça avait servi de leçon à tout le monde. J'ai cru que de voir toute la France se déverser dans la rue en 2002, saisi d'effroi, j'ai même écrit mon 3e livre sur ça, Sinistrose pour une renaissance de la politique. C'est un petit livre que j'écris en un mois, en transe, sur le 21 avril 2002. On a cru que c'était bon. On a cru que c'était bon, 2002, ça y est, la France est d'accord que le racisme doit être combattu. C'était une époque où il n'était pas du tout à la mode d'afficher des opinions racistes, hein, et on pouvait se faire tabasser. Hein, je veux dire, c'est une époque totalement révolue, puisque après on a eu Zemmour, Dieudonné, qui ont fait un vrai travail de le racisme c'est chic, c'est tendance, et c'est politiquement incorrect et c'est sexy. Voilà, donc il y a eu un vrai travail des indigènes de la République, de Zemmour, de Dieudonné, de Soral, etc., et de toute la fachosphère, François de Souche, etc., qui ont fait un vrai travail de lavage de cerveau. Et par exemple, un exemple tout simple sur le cas Dieudonné, qui peut faire rire, je le conçois, mais le but du jeu de Dieudonné, qui est profondément révisionniste dans sa façon de faire, il invite Forisson et d'autres à ses meetings. Dieudonné, le but, c'est qu'aucun noir ne puisse s'identifier à la Shoah. C'est-à-dire le fait que des êtres humains ont voulu déshumaniser et massacrer de façon énorme d'autres êtres humains, on ne doit pas se sentir finalement en empathie. Et pour ça, il en a fait une affaire totalement juive. Il a enfermé la Shoah dans la judaïté, qui fantasme allègrement avec son pote Soral. Et au bout du compte,
les jeunes noirs d'aujourd'hui, alors que Dieu sait que les Césaire, les Frantz Fanon, et je pense les Martin Luther King voyaient dans toute souffrance humaine une possible souffrance pour le peuple noir. Mais non, il a réussi à effacer ça. C'est vraiment de l'anti Martin Luther King et de l'anti Frantz Fanon et Aimé Césaire. Il a réussi à effacer ça, ce qui fait qu'un un noir face à la Shoah dira finalement, un noir dieudonéisé dira finalement, salauds de juifs, ils en font trop avec leurs trucs, 6 millions de morts, oui mais les noirs, combien de morts, etc. Et donc une compétition des mémoires absolument horrible. Voilà ce qu'il a réussi à faire. Alors vous pouvez balancer des Auschwitz, des Nuremberg à Nuremberg, tout un programme scolaire hein, qui montre que l'être humain est capable de cette barbarie. Les jeunes regardent et ils pensent au sketch de Dieudonné et ils se marrent. Et ça n'a plus d'écho en termes d'émotion et en termes d'empathie. Voilà le travail que je résume. Hein. Il est beaucoup plus foisonnant que ça, Dieudonné. Hein. Il suffit juste de voir ses vidéos. Mais voilà, grosso modo, le travail qu'il fait. Et nous, on a laissé Dieudonné, nous les intellectuels, on a laissé Dieudonné prospérer sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sans lui apporter une contradiction qu'il aurait fallu hebdomadaire, qu'il aurait fallu quotidienne. Et c'est vrai que j'ai déconné. C'est vrai que j'ai déconné, j'ai cru que... J'ai surestimé l'imprégnation des horreurs du XXe siècle dans la conscience des gens. J'ai surestimé ça. Et on a finalement participé à avoir livré toute une jeunesse aux déboussoleurs, comme des Dieudonné. Ils ont déboussolé la jeunesse. J'ai un jeune, toujours un jeune noir, parce que je discutais avec lui, qui me disait les francs-maçons c'est le diable... voilà, ils sont mystiques, ils sont diaboliques, voilà. Ils ont été totalement déboussolés. On a même des rappeurs qui jouent ce jeu-là, même des rappeurs qui étaient très bons dans la géopolitique il y a une dizaine d'années et qui maintenant tombent dans les hypothèses conspirationnistes, complotistes, identitaires. Voilà. Donc je vais arrêter de déconner. Quand on fait un aveu d'avoir déconné, eh ben, on arrête de déconner. Donc c'est le sens de ces vidéos live, c'est le sens de mon combat maintenant qui va devenir un combat politique, parce qu'on est bien obligé, puisque effectivement, il ne suffit pas de faire barrage pour éradiquer l'extrême droite, qui va être là, qui va revenir en force, donc il faut véritablement combattre. Et j'engage tout à chacun à poursuivre ce combat qu'on fait pendant l'entre-deux tours, après, bien sûr. Ça n'empêche pas d'ailleurs... de lutter contre les exactions du libéralisme financiarisé. Qui a dit qu'on ne devait avoir qu'une seule lutte dans la vie? Qui a dit ça? Qui a dit qu'on doit avoir une lutte, soit tu choisis l'antifascisme et l'antiracisme, soit tu choisis l'anti-néolibéralisme? Qui a dit? On peut avoir plusieurs luttes dans la vie. Voilà. Voilà, grosso modo, le climat est, à mon avis, une des explications qui fait qu'il y a une inertie et que la jeunesse n'est pas au rendez-vous. Ceci dit, j'ai quand même vu sur Twitter, Snapchat et d'autres réseaux à la mode chez les jeunes, plutôt Snapchat et Instagram, j'ai quand même vu des mobilisations antiracistes. Alors, ce qui est amusant, enfin c'est amusant, c'est une façon, c'est un effet de langage. Ce qui est amusant, c'est que les associations antiracistes très à la mode dans les médias ces derniers temps, et hyper communautaristes, anti-Caroline Fourest, anti-pro-Tariq Ramadan, qui sont très là, qui sont présentes avec des grandes figures. Alors eux, c'est silence radio. Hein. Les associations antiracistes hyper en vogue, qui militaient pour la moindre phrase, qui décernaient des Yabon Awards, où j'ai été un des premiers jurys, hein, où je participais à ça, puisque je regardais ça avec un bon œil. Pour la petite anecdote, ceux qui ne le savent pas, je suis, quand je dirigeais la collection Philosophie chez Larousse, celui qui a incité Rokhaya Diallo à faire son premier essai dans ma collection qui s'appelait Racisme, mode d'emploi. Voilà, elle n'était pas du tout essayiste, je l'ai encouragée, je l'ai accompagnée, et le livre me semble tout à fait acceptable. Voilà. Par contre, j'ai aussi incité dans ma collection à ce que Saïd Bouamama, qui depuis est parti dans les indigènes de la République, a écrit un livre qui expliquait que la France était un mythe national, voilà, autopsie d'un mythe national. Donc vous voyez, je voulais un regard critique sur la France. C'est ça aussi la philosophie, évidemment, c'est de pouvoir avoir un regard critique sur l'Occident. Et je vous raconte même pas ce que j'écris dans mon roman marabouté,
600 pages chez Fayard, où c'est un roman absolument antiraciste qui prône le panafricanisme, c'est-à-dire une idéologie politique qui vise la réunion des peuples africains en sortant de la tutelle de la France-Afrique. Voilà mon roman, grosso modo. Évidemment, j'ai envoyé 20 ouvrages à Jeune Afrique, vous savez, ce magazine Jeune Afrique, aucune récession de cet ouvrage, parce que je suis blanc, j'imagine. J'imagine que le fait d'être blanc et d'écrire pour la cause panafricaine en parlant de Cheikh Anta Diop, de Kwame Nkrumah, etc., ce n'est pas possible aussi du côté de ceux qui ont un taux de mélanine assez élevé. Donc il y a une vraie question. On a l'impression que la cause antiraciste s'est morcelée en autant de chapelles hyper lucratives, et lucrative ou en tout cas prestigieuse en termes d'écho médiatique, et que du coup il faut avoir la bonne couleur pour parler de sa communauté et la défendre. Voilà grosso modo le bilan que j'en tire. Et je pourrais l'étayer, l'argumenter longuement, puisque mon roman c'est 2004, quand j'ai écrit ça, 2004. Il y a peu de choses qui sont écrites sur le panafricanisme et qui ont fait l'objet de 630 pages documentées. Très peu de choses depuis. Voilà. Je vous parle même pas des débats que j'ai faits, enfin je pourrais faire 60 vidéos sur cette question-là. Mais les associations antiracistes en vogue, zéro depuis février, zéro. Ça ne communique plus. Le Pen est au second tour et c'est un silence radio. Et puis vous savez, ces associations critiquaient énormément SOS Racisme, Suppo du PS, du Parti Socialiste, un trucage, une honte. Moi je suis un enfant d'SOS Racisme. Quand j'étais en 5e, on avait tous la main et il n'y avait rien de condescendant envers nos amis noirs et nos amis arabes. J'ai grandi, j'ai été à l'école publique, à l'école Levaux de Bagnolet, et mes amis d'enfance s'appelaient Hichem et Malik, que j'ai revu d'ailleurs récemment grâce à Facebook. Malik, si t'es là, je t'embrasse. Voilà, donc pour moi, touche pas à mon pote, c'était touche pas réellement à mon pote. Voilà, et que ce racisme-là ne devait pas passer. Donc, ils ont beaucoup critiqué SOS Racisme, il y a eu des documents qui montraient que c'est horrible. N'empêche que si vous allez sur le Twitter de SOS Racisme, je peux vous dire que la lutte, elle est là. Elle est active, avec 17 000 followers, c'est pas beaucoup pour un mouvement qui existe depuis 1984, mais en tout cas, il y a des tweets, ils relaient, ils sont là, et je vous encourage d'ailleurs d'y aller. Ils relaient notamment un concert qui aura lieu sur la place de la République le 4 mai, de 18h à 23h, place de la République, un magnifique concert. Voilà, donc ils sont présents. Un de leurs slogans d'ailleurs récent, le FN ajoute la haine à nos problèmes. C'est tout à fait acceptable, me semble-t-il. En tout cas, le pape François, franchement, fait beaucoup moins bien. Donc, voilà. Donc, faire barrage et avoir la dignité et l'honneur de faire barrage, ça me semble absolument nécessaire. D'abord parce qu'il s'agit d'entrer dans une lutte, dans le faire barrage, dans une lutte antifasciste. Alors, je ne vais pas résumer en quelques minutes ce qu'est le fascisme. Je l'ai déjà abordé dans les vidéos, les lives précédents, Sens Aigu 1, 2 et 3. Je vais résumer le fascisme en quatre petits points. Primauté de la nation, primauté de l'ordre, un État fort et la méfiance envers les étrangers. Ça vous va donc on le voit dans le fascisme italien, et évidemment le fascisme a eu en face de lui des luttes antifascistes, évidemment. En 1930, on assiste à la formation des fronts populaires. Dès qu'en 1934 Hitler prend le pouvoir, ils sont créés. Donc la bourgeoisie libérale va s'associer à la gauche par crainte de la menace fasciste. Voilà, donc, et puis la lutte antifasciste, c'est 39-45, ça s'appelle, vous le savez très bien, la résistance. Ah, ils faisaient barrage aussi, ils essayaient de faire barrage. C'était compliqué parce qu'ils étaient déjà là, mais ils faisaient barrage quand même. Voilà. Est-ce que c'est honteux de faire barrage à ça? Au nazisme? Au fascisme? À tous ceux qui se tatouent des croix gammées sur le corps? À ceux qui dansent au bal des néo-nazis? Au 67e anniversaire d'Auschwitz? Est-ce que c'est honteux de faire barrage? On peut se moquer des castors? Encore? Les néo-résistants, c'était des castors? Les néo-résistants, excusez-moi, quel lapsus. Les résistants de 39-45, c'était des castors? Je vous laisse cette puissance de comparaison. Pour ceux qui râlent, j'en vois qui râlent et puis j'en vois qui trollent le truc, sachez que je vais répondre aux questions dans quelques... Voilà, il y aura un débat et vous pourrez vraiment... Je répondrai à vos questions, donc restez là. Ne faites pas les dégoûter pour faire...
voilà, il est 29. À 55, pendant 35 minutes, il y aura des questions-réponses. Voilà, vous êtes au courant. Je parle du timing depuis le début de la vidéo. Je ne parle pas de l'heure, mais du timing de la vidéo. Donc 39-45, c'est la résistance contre les dictatures fascistes, nazies et pétainistes. Voilà, ils ont fait barrage. Alors bien sûr, et là c'est très important, je vois qu'il y a pas mal de mélenchonistes parmi nous qui doivent évidemment rouspéter, puisque les mélenchonistes, il faut croire, ne font plus que ça depuis quelques jours. Donc j'imagine, je lis pas votre truc, ils doivent rouspéter, me traiter de maître à penser, de gourou, et me traiter de quoi, voilà, je sais pas de quoi. C'est dommage, hein, parce qu'ils ont le symbole phi, ils ont récupéré le symbole phi pour passer pour des philosophes, et c'est les premiers à postillonner dès que quelqu'un fait un live avec des gens qu'il ne connaît pas. C'est pas mes amis, hein, dans ce live, hein, il y a de tout. Et là, ils postillonnent. C'est dommage d'utiliser ce joli symbole et puis de passer son temps à rouspéter. C'est pas digne de Socrate. C'est pas digne de Socrate. Et c'est pas digne de gens qui se targuent d'être insoumis. L'insoumission, vous savez, ça se déclare pas, ça se prouve. Pour l'instant, vous l'avez pas prouvé. Et j'ai peur qu'aux législatives, ça va un peu se disloquer tout ça. Mais on en reparlera, c'est pas le combat d'aujourd'hui. Donc évidemment, et ce qui est important, c'est que la lutte antifasciste, je vous ai parlé des fronts populaires, je vous ai parlé de 39-45 de la résistance, la lutte antifasciste a été totalement instrumentalisée par les partis communistes, et ils ont fait de l'antifascisme, ils ont étendu le concept, si vous voulez, c'est par les partis d'extrême gauche et les partis communistes, ils ont étendu le concept pour combattre leur adversaire politique, et puis finalement pour combattre tout opposant critique à l'extrême gauche. Je le déplore pas, moi-même je peux utiliser ce mot dans ce sens-là, donc il n'y a aucun problème. Mais il faut comprendre que c'est déjà une extension et une instrumentalisation de la véritable lutte antifasciste, d'accord, hein, c'est pas pareil de critiquer un mec qui est de droite par exemple, et de le traiter de fasciste, comme certains le font avec Macron, et puis de traiter de fasciste quelqu'un qui se tatoue la croix gammée sur la poitrine et sur le cœur. C'est pas du tout pareil. Mais c'est une tendance très communiste de pouvoir le faire. Et enfin, il y a un autre élargissement du concept d'antifascisme, une acception plus large, qui marque en fait une opposition à tous les mouvements populistes. Voilà. Donc il y a des grandes figures de l'antifascisme. Il faut aller voir. Alors nous on connaît nos figures de résistants, y compris des gens respectables, mais bon, sous la Troisième République on a aussi des gens qui étaient pacifistes, antiracistes, André Grisoni et d'autres. En Italie on a Ferruccio Parri. Ferruccio Parri, bon, c'est un des grands chefs de la résistance italienne. C'est un homme politique antifasciste italien, un des pères de la patrie. On a du côté russe, on a Solomon Lovoski, certains disent Alexandre Lovoski. Alexandre Lovoski, il a été tué dans la nuit des poètes assassinés, vous savez, le 12 août 1952, après de la torture. Donc lui, c'était un communiste convaincu, donc Staline s'en est pris à sa judaïté. Il a dirigé le comité antifasciste juif. Et donc, il y a eu, je crois, 13 intellectuels et poètes d'expression yiddish tués par l'Union soviétique cette nuit-là. Et donc voilà, donc, le fascisme, c'est ça. Et l'antifascisme, il se situe sur ce niveau-là. Hein, c'est pas juste déclarer je suis insoumis. Voilà, moi je préfère ceux qui disent je suis antifasciste que ceux qui disent je suis insoumis et Macron est fasciste. Il y a une confusion là qui est entretenue et qui est déplorable. Et qui crée une hystérie dont on pourrait se passer. Parce que cette hystérie-là qu'on a, on fera le bilan après, mais on aurait vraiment pu s'en passer. Alors, évidemment, le Front National, c'est pas ça. C'est aussi un Front National qui est populiste. Comment définir le populisme en très peu de mots? Je dirais que c'est une référence au peuple pour l'opposer aux élites. En ce sens, Mélenchon, c'est du populisme de gauche et il l'assume complètement. Chantal Mouffe a théorisé le populisme de gauche avec cette phrase mémorable qu'il faudra analyser. On ne peut opposer au populisme de droite qu'un populisme de gauche. Voilà, ce qui est complètement délirant. Donc on est dans ce délire-là, je dirais, au niveau de la philosophie de Mélenchon. Mais la référence au peuple pour l'opposer aux élites, on est dans le populisme. Comme si toutes les élites se valaient, comme si elles ne formaient plus qu'un corps unique. Le populisme, c'est aussi évidemment la critique de la démocratie représentative.
on en appelle au référendum. Vous savez qu'il y a des coups d'État qui peuvent être faits à coups de référendum. Une fois qu'on peut manier l'opinion publique en ayant les services publics, les médias, mais vraiment les médias, parce que là vous pleurez sur des journalistes, mais les journalistes restent relativement indépendants, que vous le sachiez ou pas, je vous informe, que ça n'a rien à voir avec une Marine Le Pen qui va nommer des petits Robert Ménard à France Télévisions et partout. Ça n'a rien à voir. On aura des journalistes aux ordres et la censure ne se pratiquera pas de la même façon. Le populisme, c'est aussi évidemment des promesses électoralistes et financièrement totalement irréalistes. Voilà, on est dans du grand délire et là on l'a vu ces derniers jours. Elle est prête à dire n'importe quoi pourvu que ça passe, quoi, tout simplement. Et ça, c'est le populisme. Mais le populisme aussi, c'est l'exacerbation des réflexes sécuritaires. Hein, le populisme, c'est aussi l'idée que la peur est là, qu'on doit avoir peur, qu'elle est légitime la peur, et que plutôt que de combattre la peur en soi, on la valide et qu'on va en appeler à l'armée, à la police, aux prisons qu'il faut construire massivement, à la répression, aux camps, pour pouvoir mater cette peur de façon extérieure. C'est la sollicitation des bas instincts, hein, le populisme. Donc on va agiter le nationalisme, on va agiter la xénophobie, voire le racisme. Donc voilà, il s'agit de lutter contre ça. Il s'agit bien sûr de faire barrage à quoi le 7 mai Il s'agit de faire barrage au nationalisme, ça vous le savez, le Front National. Excusez-moi. Je vois un peu la hauteur des débats que je vais avoir le plaisir auquel je vais avoir plaisir de répondre, Gabi, c'est sympa. Dans peu de temps, Gabi, sois présent et on va discuter, il n'y a pas de problème. Donc, le nationalisme, bon, bah, grosso modo, c'est quoi ça se résume en 2 points. L'euro cacaboudin, voilà. L'euro, l'Europe cacaboudin. Voilà, c'est vraiment pas bon. Source de contraintes, perte de l'indépendance, et cette indépendance, il faut la reconquérir. Et puis la deuxième chose, c'est l'immigration. Voilà, une sorte de vision de l'immigration comme étant quelque chose à arrêter pour qu'on puisse enfin s'enrichir, ce qui est exactement l'inverse. L'immigration source de richesse, on veut l'endiguer en stigmatisant l'immigré. Donc il en résulte des positions souverainistes, protectionnistes, voilà, et le Front National, c'est ça. Le Front National, en ce sens, peut être poujadiste, donc il s'agit de faire barrage à ça. Qu'est-ce que c'est bon, on laisse de côté le fait que Jean-Marie Le Pen a été un député poujadiste en 1956, c'est de l'histoire ancienne, on va dire. Mais bon, c'est le rejet de la construction européenne, c'est le nationalisme, c'est la critique du parlementarisme, c'est la volonté de dépasser le clivage gauche-droite, et c'est la condamnation du système fiscal et de tout ce qui est contribution fiscale des commerçants et des professions libérales. Le Front National, auquel il faudrait bien faire barrage, si vous le voulez bien, c'est évidemment un parti d'extrême droite. On a parlé du nationalisme, mais ça fait partie quand même de l'ADN de l'extrême droite. On devrait rajouter à ça le traditionnalisme. Dans toute sa campagne, Marine Le Pen a fait appel à la tradition, au bon sens, aux racines chrétiennes de la France. Clovis, Jeanne d'Arc, opposition au mariage pour tous, suppression du remboursement de l'IGV, etc. C'est l'opposition radicale, opposition libérale ou opposition socialiste, donc ni le PS, ni les Républicains, l'UMPS comme l'appelle le Front National, mais aussi Michel Onfray et d'autres intellectuels qui ont servi et qui servent au grand déboussolement actuel également. Ils auront aussi leur responsabilité face à l'histoire. Et puis enfin, extrême droite, parce que plusieurs choses, l'autoritarisme. C'est vraiment un État autoritaire. Le Front National lui-même fonctionne comme une dynastie, hein, vous le savez très bien, avec quelque chose d'extrêmement rigide. La dynastie, celle des Le Pen, 40 ans de Le Pen. Donc voilà, c'est un système dynastique et monarchique. Extrême droite parce que xénophobie, l'étranger c'est l'ennemi, c'est le bouc émissaire, et s'il est ici en France l'étranger c'est encore plus facile, ça fait un ennemi de l'intérieur, c'est très bien, et ça peut aller bien sûr jusqu'au racisme.
Donc l'immigration, surtout l'immigration reconnaissable, hein, vous savez, dans la rue, hein, maghrébine ou africaine. Donc l'immigration, je dirais, à taux de mélanine, hein, qui se repère au taux de mélanine, mais aussi intra-européenne, bien sûr. C'est le problème majeur pour le Front National. Et dans le sud de la France, notamment, il y a une nostalgie, mais partout, du temps béni des colonies. Hein, vraiment, le colonialisme et les colonies, c'était vraiment formidable. Et puis enfin, extrême droite, et ça on le sous-estime, mais on l'a bien vu aujourd'hui, je crois que c'était à France 2, hein, Marine Le Pen interrogée sur France 2, il y a quand même l'idée d'une dénonciation permanente des conspirations. Et c'est là où des jeunes qui sensibilisés au complotisme par les sites internet et par tout ce qui a pu courir autour du djihadisme, évidemment pas des jeunes djihadistes, mais des jeunes qui ont été sensibilisés à ce climat qui a pu confondre les cerveaux à tel point que des jeunes se sont dit moi je vais tuer des Français, je suis français mais je vais tuer d'autres Français. Et ben c'est ce conspirationnisme ambiant et c'est vraiment le nouvel obscurantisme de l'époque et Marine Le Pen qui accuse les journalistes dans cette interview par exemple, donc c'est le lobby juif, la franc-maçonnerie, etc. À chaque fois il faut évidemment tout... C'est le fantasme d'une conspiration, d'une alliance du diable. Voilà, évidemment c'est bien le problème de la conspiration, c'est qu'on ne peut jamais prouver qu'il n'y a pas de conspiration. Vous connaissez l'exemple des sorcières de Salem. C'est absolument impossible quand vous êtes désigné comme sorcière de dire non je ne suis pas sorcière. Voilà, donc si vous êtes victime, si vous êtes l'objet, le bouc émissaire d'une théorie du complot, vous ne pourrez jamais prouver qu'il n'y a pas de théorie de complot. Voilà. Donc c'est foutu. La pensée, elle n'est pas même plus binaire comme sous l'ère de Sarkozy où il opposait le bien et le mal et il truquait là-dessus, bien sûr. Là, il n'y a même plus de bien. Là, il y a une conspiration invisible, l'élite, l'oligarchie, puisqu'elle reprend ce terme évidemment populiste, mais très très utilisé par Mélenchon. Voilà, voilà à peu près contre quoi on pourrait faire barrage. L'extrême droite, fascisme, nationalisme, populisme, poujadisme, voilà, j'ai un peu cité pas mal de trucs. Donc je disais, évidemment j'oublie une chose à ça, pour qu'on finisse cette conférence comme il se doit, le sexisme, bien sûr, le sexisme. Les femmes dans ce système-là ne sont pas bonnes à grand-chose, c'est un recul des femmes faramineux. Sur 59 textes au Parlement européen, texte qui plaidait pour la cause des femmes, Marine Le Pen, sur 59 textes qui étaient pour améliorer la cause des femmes, elle a voté oui à 3 fois sur 59. Le reste c'était 17 contre, carrément contre, 7 abstentions et 32 parce qu'elle n'était juste pas là. Voilà, donc on a affaire à... il suffit juste de voir des mouvements identitaires et Front National et de voir à peu près le gouvernement qu'on risque d'avoir si le FN a cette chance de passer, pour voir à peu près les tronches de veau qu'on va se payer en termes de misogynie et en termes de machisme bas du front. Voilà, donc voilà. Donc je voulais parler d'un homme qui servait de boussole il y a quelque temps. C'était évidemment une autre époque, puisque là les boussoles n'existent plus, et je crois qu'en fait les boussoles c'est maintenant tout le monde. Il y a beaucoup moins de figures. Dès qu'une figure s'érige en boussole, elle est mordue, attaquée. Et il y en a peu qui résistent à la pression de ceux qui ne veulent plus de boussole. C'est bien dommage. Moi j'ai eu des grandes boussoles dans ma vie. J'ai lu des livres qui m'ont inspiré. Primo Levi a changé ma vie. C'est une immense boussole pour moi. Germaine Tillon est une immense boussole. Lucie Aubrac est une immense boussole. Voilà, Edgar Morin peut être une immense boussole. Donc on choisit nos boussoles, on est responsable de nos boussoles, et c'est important d'avoir des boussoles dans la vie. On est dans l'insondable, on est dans le brouillard, mais il faut, comme disait René Char, avoir des repères éblouissants. Voilà, alors, il ne s'agit pas de s'ériger en maître à penser, bien sûr, il faut des boussoles, pas une boussole, des boussoles, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on retrouve des individus, des gens, des partis, des journaux, des mouvements qui vraiment nous servent de boussole et qu'on sache vraiment d'où ils parlent. Le problème avec certains youtubeurs, c'est qu'ils sont instrumentalisés par des partis et qu'on ne sait plus du tout d'où ils parlent. C'est compliqué. Donc c'est bien aussi d'avoir des mouvements ancrés dans le temps
et ou des personnalités ancrées dans des livres, qui ont écrit des livres et donc qui peuvent se recommander des livres qu'ils ont écrits, se faire fort des livres qu'ils ont écrits. Dans le discours du fameux Emmanuel Macron que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai entendu au moins 4 ou 5 fois le mot artiste. Ben, moi ça me réjouit. J'ai entendu une magnifique tirade, bien sûr peut-être jouée faussement, il est peut-être maladroit dans son éloquence, mais la tirade était réelle sur la famille, toutes les familles possibles, l'idée qu'on peut avoir des enfants de cœur, l'idée que le sang ça compte moins que le cœur, l'idée qu'on peut être dans des couples homosexuels et aimer des enfants et que ça fait une famille. On a vraiment un progressisme que je n'ai pas cité dans le Front National. C'est évidemment une boucherie absolue en termes de combat homophobe. On aura ça avec le Front National, évidemment, une régression des droits LGBT, en veux-tu, en voilà. Donc cette fameuse boussole, c'était l'abbé Pierre, qui avait ce bon sens et puis ses combats dignes, qui étaient assez respectés. Il disait, l'abbé Pierre, aujourd'hui, donc à l'époque, avec la montée préoccupante de l'extrême droite et des racismes, j'ai l'impression que nous sommes déjà en guerre. Voilà ce que disait l'abbé Pierre. Et c'est vraiment le climat actuel. On a l'impression d'être déjà en guerre. Et il faut aussi faire barrage à ça, à ce sentiment-là. Et il faut aussi penser aux autres, aux différents. Je vous renvoie au texte que j'ai écrit sur ma page parlant de la zizanie, c'est le texte avec le dessin d'Astérix. Vraiment penser aux autres, penser aux différents, penser à nos amis qui ne sont pas comme nous et peut-être qui n'ont pas ce luxe de bouder sur ce qu'il y a au menu du deuxième tour. Penser aussi qu'il y a des gens qui sont des mauvaises boussoles, vraiment mauvaises boussoles, même s'ils sont vus dans les médias. Un Emmanuel Todd qui dit cet abruti démographe stupide qui était déjà totalement anti-Charlie, avec un livre commis qui est un immonde livre, et qui là balance en disant Macron-Le Pen, c'est le même combat, qui met ce fameux signe égal qui était mimé par Mélenchon lorsqu'il n'a pas voulu, le 23 avril, prendre directement la cause de la lutte anti-FN ouvertement et avec énergie, comme il savait le faire pendant toute la campagne. Emmanuel Todd qui se fait clasher par Audrey Pulvar qui dit qui en appelle à Sainte-Anne, vous savez, l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne, genre tu as débloqué mon gars. Voilà, donc il y a des boussoles dangereuses, des bonnes boussoles, et tous ceux qui disent, et je finirai là-dessus, oui, on n'a pas à être influencé, nous sommes des insoumis, nous sommes libres. Il faudrait arrêter, le but n'est pas d'influencer les gens en les hypnotisant. J'ai essayé d'étayer avec vous des arguments rationnels, vérifiables. Vous pouvez prolonger ces débats. Donc il ne s'agit pas d'influencer les gens en les gouroutant, il s'agit justement d'être dans la philosophie. Alors je sais que ça fait drôle, ceux qui s'imaginaient philosophes juste en mettant un petit logo et qui d'un coup découvrent que il y a des références, il y a des boussoles, il y a des livres qui ont été écrits et que l'argumentation, elle doit aussi se baser là-dessus. Et surtout, il y a un passé, une histoire qui a été vraiment, vraiment bien décryptée par des historiens. Il y a un vrai travail historique qui a été fait sur le XXe siècle, sur la montée des fascismes. Je parlais à ces deux jeunes femmes, parce qu'elles avaient 19 et 20 ans, leur premier vote, qui ne veulent pas voter contre le Front National le 7 mai. Je leur parlais, je leur disais, vous savez, les génocides, elles m'ont dit, mais oui, mais les génocides, c'est vous, c'est les Blancs. Et là, je leur ai cité Boko Haram, je leur ai cité le Rwanda en 94. Alors elles étaient encore dans la théorie du complot que le Rwanda c'était le fait de Blancs, etc. Peut-être qu'il y a effectivement un problème avec la colonisation, mais non, c'était des Noirs et des voisins qui égorgeaient d'autres Noirs au final. Et Boko Haram, je crois pas qu'il y a beaucoup d'éminences blanches derrière, même si ça vient de l'État, de l'Afrique, mais on peut pas tout noyer dans tout. À un moment, il faut comprendre que le fascisme et l'extrémisme, c'est pas l'affaire des Blancs, c'est l'affaire de tout le monde, et je dirais même, c'est l'affaire de nos amis qui sont pas conformes à l'image fantasmée de la France que se fait Marine Le Pen en 2017. Voilà, j'ai terminé cette conférence, juste ce mot de Germaine Tillon que je citais, le racisme est une peur devenue folle. Voilà, nous n'en sommes pas encore à la folie, mais quand le racisme deviendra un racisme d'État appuyé par l'armée, la police et les services publics, cette peur pourra vraiment culminer à la folie. Nous n'avons aucune garantie que jouer avec les haines puisse être endigué par la Ve République malgré les contre-pouvoirs en place. Il suffit juste de préconiser le référendum à tour de bras et d'en appeler au peuple, le peuple qui tremble, le peuple qui a pu se soumettre au salut hitlérien dans les années 30 en Allemagne.
pour comprendre que tout miser sur le peuple sans miser sur la justice et les institutions et le droit est un pari bien dangereux. Voilà mes amis, j'ai terminé avec la conférence qui a duré donc en comptant mes 11 minutes, une demi-heure, non 40 minutes, donc un peu plus court que ce que j'avais prévu, pour pouvoir échanger avec vous. Donc vous êtes une centaine, et là je vais prendre, à partir de maintenant, donc désolé pour ceux qui ont commenté, c'est maintenant que vous devez remettre vos commentaires, que je vais prendre avec plaisir. Je ne vais pas faire de tri, je vais les prendre tous, enfin je vais, dans la mesure de la technologie, hein, excusez-moi, c'est du Facebook Live, donc voilà, je ne suis pas une chaîne de télé à moi tout seul. Mais par contre, je vais prendre tous vos commentaires et les lire maintenant, à partir de maintenant. Voilà, Pascal Ken, revenir à la raison, donc barrage. Voilà, j'en suis là, pour que vous sachiez où je prends. 2002, alors là vous répondez beaucoup, donc je vais ouvrir mon ordinateur et les prendre un par un. Voilà, pour rien louper, parce que essayez, je vous le dis, essayez de faire des messages de 3 lignes, quitte à en faire plusieurs de suite, plutôt qu'un long message, parce que c'est compliqué technologiquement. Voilà, donc Pierre, j'arrive à le lire heureusement sur l'ordinateur. Alors, 2002 m'a servi de leçon, la peur est mauvaise conseillère, dit Georges. Ouais, la peur, mais 2002, comme je le disais dans cette conférence, 2002 m'a aussi fourvoyé, j'ai cru que c'était acquis et ce n'est pas acquis. Et je l'expérimente aujourd'hui. Et donc, s'il n'y a pas de 2002 aujourd'hui dans la rue, de gens qui résistent, c'est parce qu'on s'est un peu trop endormi. Pierre, il faut faire barrage au FN, la question ne se pose même pas. Cependant, il ne faut pas nier non plus de la présence forte du FN à chaque scrutin depuis plusieurs années, tu as bien raison. On risque d'avoir un match FN centre droit aux prochaines élections. Il est facile aujourd'hui de crier au feu du fait d'une crise d'ego de plusieurs candidats. Très belle analyse, Pierre, je souscris. Hakim, je repose ma question d'avant. Que proposes-tu à la place du populisme de gauche ? Je propose, Hakim, de combattre le populisme de droite, non pas par un populisme de gauche. Je suis absolument contre la méthode de Mélenchon. Elle est improductive, et d'ailleurs, elle l'a montré. Il a perdu et il a fait perdre la gauche. Parce que je sais que les mélenchonistes disent que c'est Hamon, enfin, ils sont complètement, ils sont partis loin, hein, qui a fait perdre la gauche, mais c'est Mélenchon qui a siphonné la gauche, qui a collé avec les abstentionnistes, les gaullistes, et qui a fait une sorte de gros gloubi-boulga, et qui a fait perdre la gauche. Donc moi je propose l'humanisme, je propose le combat antiraciste. Je propose, c'est pas du tout populiste, hein, le combat antiraciste, ça nécessite de recontextualiser historiquement, de donner des boussoles aux jeunes, ce que je n'ai pas assez fait, et ce qu'on n'a tous pas assez fait, pour qu'aucun noir aujourd'hui en banlieue puisse dire c'est une affaire de blanc, le racisme, je m'en fiche, voilà, donc c'est qu'on a loupé un truc dans l'éducation. Voilà, et voire même je soupçonne certains avoir voté Le Pen, hein, dans un ras-le-bol, et puis même avec le petit frisson d'être transgressif dans son vote. Il ne faut pas sous-estimer ça. Hélas, on ne pourra jamais le voir, enfin hélas ou tant mieux, mais je soupçonne qu'il y a eu pas mal de votes kamikazes dans les urnes pour les jeunes de 18-19 ans qui commençaient à voter. Je le soupçonne fortement. Je prends vos messages. Voilà, Hakim, hein, l'humanisme c'est pas du tout un populisme, hein. Voilà. Pierre, Patrick, excuse-moi, Patrick, ça fait 32 ans qu'on fait le barrage, que faire ? Bah, on ne l'a pas fait assez, je pense, et puis le barrage, il se fait dans les têtes, philosophiquement, réellement. Il faut pousser les gens à parler de leur peur, de leur angoisse, et à essayer de trouver des solutions ensemble. Et c'est vrai qu'il y a des mouvements, mais c'est des mouvements qui sont toujours avec des leaders charismatiques, que ce soit Alexandre Jardin, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, voilà. Moi je pense qu'il y a des partis, on peut s'engager pour Amnesty, on peut s'engager pour l'UNEF quand on est étudiant, je sais pas, on peut s'engager pour SOS Racisme, qui peut avoir une nouvelle vie, et aujourd'hui ça serait pas du luxe, on peut s'engager pour Amnesty International, pour le Parti Pirate, voilà, il y a des causes qui sont là, je préfère les causes sans avoir le grand gourou au-dessus, même s'il faut après des gens qui parlent et qui portent le mouvement médiatiquement, j'ai l'impression, mais en tout cas il faut mettre la jeunesse dans des causes, il faut que la jeunesse soit politisée, il faut politiser la jeunesse. Je crois profondément, pour répondre à ta question Patrick, c'est qu'il faut arrêter avec la mentalité du coaching qui consiste à naturaliser le malheur, à dire le malheur c'est une question de psychologie, le malheur c'est une question politique, surtout une question politique. Il n'y a pas que Marx qui l'avait compris, il y a aussi des gens tout à fait, je dirais, non gauchistes qui l'avaient compris. Le malheur est une question sociologique et pas psychologique. Et aujourd'hui, une sorte de psy-coaching, je vais l'appeler comme ça, psy-coaching, veut nous faire croire que tout malheur est une question de conscience limitante, d'avoir des freins intérieurs, qu'il s'agirait de libérer son potentiel. Ça pue la scientologie, ça pue la secte. C'est ce que je critique en parlant du salon zen.
J'ai même essayé d'aller sur le terrain du Salon Zen en inventant un jeu avec un look Salon Zen, mais un jeu philosophique, le jeu du Phénix. Bon, qui a été bouffé par le Salon Zen, mais c'est mes expériences, on va pas en parler. Mais en tout cas, je crois qu'il faut aller sur le terrain de tous ceux, ceux qui débilitisent le peuple, quoi, qui le rendent faible en termes d'argumentation critique, et puis qui est un peu moins de coaching, qu'on arrête de croire que la vie ça se gère avec son nombril et avec des décisions volontaires. La vie ça se gère en collectif. Et le mot de Bakounine qui consiste à dire la liberté elle est collective ou elle n'est pas. Je ne peux pas être libre tout seul, même si je fais du yoga et de la méditation. Je suis libre que si les autres sont libres, sinon je ne suis pas libre. Je crois que ce mot politique-là, il devrait vraiment être mis sur la place publique et on devrait vraiment en faire notre mantra, si on veut parler comme les salons zen. J'essaie de prendre toutes vos questions, hein, j'essaie de rien louper. Oh là là, vous êtes hyper... J'ai des bugs de partout. Je prends la question que j'ai sous les yeux, mais je vais revenir, hein, excusez-moi. Alors, attendez, ça vient... J'ai l'internet qui bug. Bernard Stiegler analyse très bien le court-circuitage des jeunes cerveaux par le consumérisme. Ouais, j'ai pas la suite, mais je suis d'accord avec toi. Oui, il l'analyse bien, mais bon, de toute façon, il ne s'agit pas de critiquer Bernard Stiegler, il fait son travail, enfin, il n'y a aucun problème. Mais j'attends les solutions qu'il propose, et je suis jamais satisfait quand je l'entends parler, et puis s'auto-citer tout le temps. Je suis jamais satisfait des solutions qu'il propose. Mettre des intellectuels avec des jeunes de banlieue, c'est sympa. Des mecs qui font des thèses avec des jeunes de banlieue, c'est sympa. Mais j'ai l'impression que ceux qui font des thèses n'auront pas grand-chose à apprendre aux jeunes de banlieue. Et je pense qu'il faut plutôt que l'intellectuel écoute le jeune de banlieue, l'aide à formaliser ce qu'il a à dire, plutôt que de confronter des avis qui sont inégaux. Enfin, ouais, on pourrait aller plus loin, mais j'ai l'impression, je ne suis pas du tout convaincu des solutions. Mais par contre... il y va, il écrit, voilà, il est dans la place, voilà, il n'y a rien à dire, hein, il fait son travail, il fait ce qu'il peut. On ne peut pas tout faire aussi, hein, mes amis. Merci de ces mots, je comprends pas comment des femmes qui ont des enfants et que j'ai connues votent FN. Ouais, Albéric, je suis bien d'accord avec toi. C'est au premier tour qu'il fallait faire preuve de courage. Pourquoi, Georges, tu dis ça ? Pourquoi pas au deuxième tour ? C'est quoi cette lâcheté qui consiste d'arrêter en plein milieu en disant fuck la compagnie, je lâche le navire ? Je comprends pas ce raisonnement. Et c'est une des jeunes filles m'a dit ça, m'a dit de toute façon vous avez voulu ça au premier tour, démerdez-vous, moi je veux pas en être. Je lui ai dit bah écoute je vais le faire pour toi. Mais je vois pas du tout pourquoi il faudrait bouder au deuxième tour. Qui a dit qu'il faut bouder au deuxième tour ? C'est du grand n'importe quoi. Au deuxième tour, plein de fois, et je l'ai déjà fait, et vous l'avez peut-être déjà fait, on vote contre, on vote pour le moins pire. C'est pas glorieux. Et là, aujourd'hui, je vais vous dire une chose importante. Aujourd'hui, tout le monde va choisir son camp. Personne va être en dehors du camp. Ceux qui ne votent pas, c'est un choix. Ne croyez pas que vous ne faites pas de choix. Ceux qui ne votent pas seront responsables devant l'histoire. Ceux qui ne votent pas ou ceux qui n'incitent pas à voter, c'est un choix. Donc il y a des choix partout, c'est terrible. Nous sommes dans une logique très binaire et nous allons en sortir le 7 mai. Après, la complexité pourra revenir. Mais là, j'espère vous avoir un peu convaincu, non seulement évidemment de faire barrage, d'être des castors convaincus et militants, mais surtout de pousser, hein, de castoriser les citoyens français. Et donc de combattre ceux qui font « Ah, vous êtes des castors, nana », et qui, par dédain et par mépris, méprisent ceux qui vont faire le taf. Voilà. Je pose ma question d'avant. C'est au premier tour, d'accord. Alors attendez, je prends toutes les questions. Pour ou contre l'accueil des migrants alors qu'il y a des millions de SDF ? Mais ça n'a rien à voir, Freddy, ça n'a rien à voir. Les SDF et les migrants, c'est deux questions totalement différentes. Et c'est un amalgame très proche des thèses du Front National que de dire, regardez, ils font des choses pour les étrangers et puis nos SDF crèvent de faim. C'est complètement délirant. C'est pas du tout le même problème. C'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes assos, c'est pas du tout pareil. Hein, et puis d'ailleurs, il y a plein de migrants qui sont aussi SDF, entre parenthèses. Mourad Morad, vous soutenez Macron à la base ? Non, pas du tout. J'ai voté Hamon au premier tour. Mais ce n'est pas une histoire de peur, bon sang. Alors, c'est quoi alors ? Raconte-nous, Pascal. Christiane, islamisme radical, attentat depuis 2002, cela change la donne. Oui, enfin, moi j'ai connu des attentats dans les années 95. Hein. Donc, tu vois bien, Christiane, là, c'est un argument que je te mets en face. On n'a pas attendu 2002 pour avoir des attentats. Je me souviens qu'on avait très peur quand il y a eu des attentats à Paris, il y a eu des vagues d'attentats, et on a fait face dignement, on n'est pas tombé dans le racisme, on a combattu le racisme, et ça n'a pas empêché qu'en 2002, on était tous dans la rue.
quel que soit notre vote au premier tour, quel que soit notre vote au premier tour. Je veux dire, c'est quand même hallucinant que les mélenchonistes nous cassent les burnes à propos du vote qu'ils ont fait au premier tour. C'est quand même hallucinant. En 2002, quel que soit le vote, d'ailleurs, on se demandait même pas qu'est-ce que tu as voté au premier tour. Là, on vient de me soumettre à la question. Ah ouais, mais toi, t'es Macron à la base. Mais c'est même pas la question. J'ai répondu parce que je veux être honnête avec vous et que je suis extrêmement fier d'avoir voté Hamon. Ceci dit, jamais vous me voyez en train de dire Hamon c'est le meilleur, il a un gros zizi. Enfin, arrêtez à un moment. C'est une référence, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de faire, une référence à une pub des inconnus, non, des nuls. Ouais, une pub des nuls sur Bégon jaune, Bayon jaune et Bayon vert. Voilà, bon. Khomeini, il a un gros zizi, Khomeini, il a un petit zizi, je sais plus quoi. Voilà, c'est une référence. Si quelqu'un peut mettre la vidéo, parce que là, on va pas comprendre ce que je dis. Il faut pas que je fasse de private joke. Private joke, excusez-moi. Waouh. Tout se mélange. Voilà, donc voilà, arrêtez avec votre premier tour, s'il vous plaît, les mélenchonistes. Arrêtez, ça va, vous avez déjà le logo, vous vous dites insoumis, c'est bien, mais arrêtez. Juste, on suspend et on vote contre le populisme, le nationalisme, la xénophobie, le poujadisme, et puis une dynastie qui est là depuis 40 ans et qui va nous pourrir les 5 ans à venir, les 7 ans à venir, parce qu'elle veut un mandat de 7 ans, je vous le rappelle. Je continue vos questions. Tu parles de la presse indépendante, Frédéric. Pourquoi a-t-elle fait tant de place à des gens comme Finkielkraut, Zemmour et autres, les ennemis du vivre ensemble et au devant de la scène? Alors la presse indépendante, Frédéric, c'est comme partout. Il y a une presse indépendante de droite, d'extrême droite et de gauche. On ne peut pas comparer Minute, le journal d'extrême droite, et CQFD, ce qu'il faut détruire, démonter. CQFD, qui est un mensuel d'extrême gauche, tout à fait honorable. Donc on ne peut pas les mettre sur le même plan. Donc encore une fois, là ce que tu dis, c'est... En fait, Zemmour a fait le show. Zemmour, c'est un journaliste de base, un petit journaliste de base, politique, qui faisait d'ailleurs un travail tout à fait correct en tant que journaliste politique, au point. Et tout d'un coup, il a dit, je vais faire un casse. Et il est entré dans cette idée qu'il y avait une niche, la niche de je suis politiquement incorrect parce que je dis des énormités et que j'ai aucun contradicteur en face digne de ce nom. Je crois, moi j'ai été un contradicteur de Zemmour pendant toute l'émission où il a fait scandale sur race blanche et race noire en 2008 dans Paris-Berlin. Voilà, j'ai fait mon boulot, il me semble. J'ai même fait un droit de réponse parce qu'ils avaient coupé l'émission, puisque Zemmour était connu de toutes les maisons de production. C'est le pote de tout le monde à l'époque. Et donc ils avaient fait un montage pro-Zemmour. Et j'ai dit non, j'ai mis des objections, mettez-les. Donc voilà, il y a eu un grand scandale à l'époque. Tout le monde s'est révolté. Et là, ceux qui sont révoltés ne se révoltent même pas avec Le Pen au deuxième tour. Donc ça se questionne. Vincent, je partage les différents points de vue, dit Patrick. Mais nous savons que face au mur de l'argent, il est nécessaire d'apporter des réponses autres que les populismes d'ailleurs. Bah oui, mais c'est ce que je viens de dire. Bien sûr, des réponses autres. On doit bien admettre qu'on a perdu la guerre contre le néolibéralisme. Alors, jamais j'admettrai ça. Tous mes livres ne parlent que de ça. D'ailleurs, je parle très peu, à part Sinistrose, où je réponds au lepénisme, et Mélangeons-nous. En général, mes combats, ils sont contre le néolibéralisme. Je vous renvoie à la cerise sur le béton, violence urbaine et libéralisme sauvage. Et on n'était pas nombreux à combattre le néolibéralisme en 2002. On n'était pas nombreux. Voilà, à soutenir l'intermondialisation, etc. Donc bien sûr, jamais le combat contre le néolibéralisme, il est nécessaire. Mais il est nécessaire, pas dans un climat d'extrême droite. Ça, c'est sûr que si on ne fait pas barrage, et n'oubliez pas qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ne croyez pas aux sondages. En 2002, il ne fallait pas les croire. Et pour Trump, il ne fallait pas les croire. C'est pas parce que les sondages avaient relativement bon pour le premier tour qu'ils auront relativement bon pour le deuxième tour. C'est complètement naïf de le croire. Voilà. On ne pouvait pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Voilà Patrick, j'espère t'avoir répondu vite. J'essaie de répondre un peu plus vite. Alors, Christine... Tout se jouait au premier tour, ça y est, encore cet argument. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre le deuxième tour. Ah bon? Plus que trop risqué, une évidence. Je comprends pas, Christine, ton argument. Albéric, par mes mots, mes commentaires sympathiques et réfléchis sur Facebook et partage l'histoire du FN et des articles de presse sur les mesures sécuritaires et anti-femmes et anti-français étrangers des insoumis ont changé d'avis. Des insoumis ont changé d'avis. Je crois que c'est un des enjeux, Marine Le Pen l'a très bien compris en fine politicienne, c'est que ces gens qui cherchaient des solutions sans vouloir se départir de la question sociale, et ils ont tout à fait raison de le faire. Hein. Je m'amuse, je les taquine trop, je sais, tout le monde me le reproche en message privé, mais
Bien sûr, c'est très bien de vouloir tenir à bras-le-corps la question sociale, mais pas là. Juste le 8 mai. Le 8 mai, pas là. Enfin là, il faut le faire, mais c'est une perte de temps. D'ailleurs, c'est contre-productif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aux insoumis. Après, la question sociale, reprenez-la. Moi, je vais vous démontrer que les solutions de Mélenchon, c'est catastrophique, c'est du communisme de grand-papa. Derrière un vernis moderne, c'est juste du communisme de lambertiste débile. Mais ça, je vais vous le démontrer après. Pour l'instant, on ne va pas entrer dans le détail. Après, les vidéos que je fais là, elles vont continuer à raison de plusieurs par semaine. Et donc, je vais vous démonter votre Mélenchon très tranquillement avec des textes en regardant votre programme. Et je vais vous exploser ce petit Mélenchon. N'ayez pas peur, je le ferai ce travail. Ça sera très facile. C'est pas compliqué, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de voir Corbière, toute la clique à côté de lui et ceux qui l'inspirent, Chantal Mouffe et compagnie, pour démonter cette mascarade et cette imposture. Mais beaucoup se sont fait attraper par cette imposture-là, qui râlaient, qui pestaient, qui n'étaient pas contentes. On se dit, bah voilà, c'est une solution. Donc pour l'instant, les insoumis, il va falloir les convaincre de faire barrage et de convaincre leurs amis de faire barrage. Il y en a plein, hein. J'ai des amis insoumis qui ont reconnu, qui ont fait leur coming out. Oui, je ferai barrage, mais je vais pleurer énormément en votant Macron, etc. Voilà, donc c'est bien, ça ne les empêche pas de mettre 500 posts sur Mélenchon tout de suite dans la foulée. Bon, ça noie un peu le message, mais c'est pas grave, Mélenchon, c'est ça. C'est-à-dire ceux qui sont Mélenchon, ils postent du Mélenchon. Voilà, bon, ça s'appelle les insoumis. Moi, je mets un Z devant pour montrer qu'on a plus un truc qui mériterait un traitement d'humour qu'un traitement réellement conséquent. Mais bon, les mélenchonistes, tout d'abord, nous vous faisons l'honneur de discuter avec vous, je discute avec vous aussi, dans un esprit d'échange, blablabla, respectueux. Vous en avez contre nous visiblement. Oui, j'en ai contre Mélenchon et ceux qui sont pour le nini. Les mélenchonistes qui ont pris leur camp, qui ont une boussole, et qui ont pris leur camp tout de suite en disant bien sûr je vote Macron contre Le Pen. Je ne leur en veux pas. Mais oui, j'en veux un peu à Mélenchon, beaucoup en fait, énormément. Effectivement, tu as raison. Les insoumis ne votent pas FN, oui, mais ça suffit pas. Toute voix qui est une voix de vote blanc ou d'abstention fait directement monter Marine Le Pen. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle appelle à l'abstention aussi, les insoumis. Pas simplement à un vote, mais aussi à l'abstention. Mécaniquement, toute voix qui s'abstient, enfin toute abstention, et tout vote blanc, ça fait monter Marine Le Pen. Voilà. Donc, voilà, je reproche ce climat de stalinien que les insoumis mettent, un climat de stalinien. Ceux qui connaissent un peu la politique voient à peu près à quoi je fais référence, une sorte de police de pensée, où dès que vous dites un truc sur Mélenchon, c'est d'ailleurs le cas dans ce film, c'est une magnifique démonstration, dès que vous critiquez Mélenchon, il vous tombe dessus. Voilà, il vous tombe dessus. C'est ça le populisme. C'est dès que vous faites vibrer l'espoir du peuple, le peuple il vous mord dès que vous touchez à l'idole, quoi. Et je regrette ça. C'est pas la philo. Ça c'est pas du tout de la philosophie. Voilà. Donc j'espère t'avoir un peu répondu, mais tu peux continuer le dialogue. Je vous dis, il reste pour moi, en tout cas, il nous reste 23 minutes. Donc ça nous laisse vraiment ensemble le temps de discuter 23 minutes. Hein. L'épinard. Alors Vincent, vous évitez les questions qui fâchent. La plupart des réalités démocratiques en République française ne correspondent pas à la réalité des peuples du Sud, si démocratie il y a. D'accord, Richie. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je m'adresse là aux Français. Et je ne m'adresse pas aux démocraties, les fausses démocraties, notamment d'Afrique subsaharienne, qui sont évidemment des dictatures, on le sait bien. Et dans mon roman marabouté, je m'en prends à Iadema, je m'en prends à tout le monde, quoi, à toutes ces dictatures-là, hein, bien sûr. C'est ça que tu voulais me dire? Je comprends pas sinon, tu me précises. Je ne suis pas insoumise, j'ai hésité entre Hamon et Mélenchon et je voterai Macron sans état d'âme. Merci Vanina. J'ai loupé des messages peut-être? Non, ça va, j'essaie de suivre tous vos messages. Michel Montel, pas d'abstention, pas de vote blanc, votez anti-FN, prenez pas le risque avec les fachos. Merci pour ce bon sens qu'il est très bon de rappeler et d'inciter. N'hésitez pas à continuer d'inciter le maximum de personnes. Parce que ça ne suffit pas que Macron l'emporte. Il faut que Le Pen, puisqu'on vote contre Le Pen, je vous le rappelle, hein, il faut que Le Pen ait le score le plus bas possible. Et donc, il faut voter, vous comprenez, c'est ça que je veux vous dire. Faire barrage, ça ne suffit pas. Il faut faire barrage, mais il faut éradiquer au maximum cette montée du national-racisme, si on veut l'appeler comme ça.
j'ai voté Mélenchon et je suis loin d'être soumise, je voterai Macron pour combattre la haine et oser croire que l'on pourra retrouver. Moi je crois que ce genre de message, vous devez le mettre sur vos journaux Facebook. Je crois que vos amis qui savent que vous avez voté Mélenchon, je crois que vous pouvez maintenant dire ouvertement, faire votre coming out anti-FN. Vous pouvez le faire, c'est digne. Même s'il y en a qui font ah les castors, c'est pas grave. Fier d'être castor, c'est peut-être au sortir de cette vidéo, on pourra se baptiser comme ça. Vous pouvez très bien être fier d'être castor et dire oui, j'ai pas voté pour Macron au premier tour, mais là je vais voter contre le FN. Et mes amis, je vous invite à le faire pour après vous mettez vos raisons. Mais je crois qu'on peut lancer ce. Là maintenant, on est le 1er mai, ça va, c'est dans quelques jours. Il y a un débat crucial dans 2 jours. C'est maintenant que ça se joue. Donc je crois qu'on peut le faire. On peut être fier d'être castor, il y en a bien qui sont fiers d'être zèbre. Pourquoi on ne serait pas fier d'être castor? Qui a dit que être castor c'est un gros mot? Ceux qui se moquent des castors et de ceux qui font barrage, c'est... Voilà, vous pouvez le dire, vous êtes des imbéciles en fait. C'est juste idiot votre truc. Et donc soyez fiers d'être castor. Je crois vraiment qu'il faut que s'il y a des designers parmi nous, ils nous inventent un logo castor qui sera vraiment jeté après le 7 mai. Mais jusqu'au 7 mai, on a besoin d'un logo castor qu'on mette tous sur nos profils Facebook. Il faut un designer, que ça soit un peu chiadé quand même. Hein, s'il y a un designer parmi vous ou quelqu'un qui sait manipuler Photoshop, prenez un castor, faites un petit logo bien design et fier d'être castor le 7 mai. Voilà. Que penses-tu du socialisme libertaire? Justement, Bakounine, Camus, Muret. Alors, c'est pas les mêmes, hein, Dorcas, ce que tu me dis. Muret est quelqu'un qui est extrêmement nihiliste, pour moi, qui critique le nihilisme et la fête, l'homo festivus, mais c'est quelqu'un qui propose peu. Muret propose peu, il est acide, et j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup l'homme, hein, mais il n'est pas force de proposition. Bakounine, c'est encore autre chose. Je ne pourrais pas mettre Muret et Bakounine dans la même phrase en termes philosophiques. Excuse-moi, je viens de perdre ton message. Zut. Bon, je vois à peu près ta question. Donc moi, je suis, si je dois faire mon coming out degré numéro 2, je suis profondément anarchiste dans l'âme, dans ma vie, dans ma sensibilité. Je suis profondément libertaire et anarchiste. J'ai grandi avec du Léo Ferré dans les oreilles et avec un idéal de liberté absolue. Je suis un enfant de mai 68. Mais simplement, je ne suis pas anti-républicain. Pour moi, mais je pourrais en parler dans une autre vidéo, et de toute façon on va en faire, pour moi il faut que la République et la 5ème République, si on l'a, puissent organiser la possibilité de l'anarchisme. Voilà, je vous le fais très court, je vais développer ça, j'en parle dans Je t'aime, une autre politique de l'amour. Une autre politique de l'amour, c'est un thème très libertaire et anarchiste, et regardez les titres de mes livres, c'est des livres en fait qui sonnent anarchistes, hein. Mais il y a des références tout le temps à ça, que ce soit l'anarcho-syndicalisme, que ça soit l'idée par exemple politique de coopérative. Moi je crois énormément à ça. Maintenant on parle d'entreprise libérée pour faire chic, mais il y a plein de solutions qui existent. Je suis vraiment du côté de Kropotkin. Voilà, Proudhon m'excite beaucoup intellectuellement. Voilà, Michel Onfray pour moi est un faux anarchiste évidemment, mais ça m'empêche pas d'avoir cette boussole intime, intérieure. Dans Je t'aime, une autre politique de l'amour, c'est 500 pages chez Flammarion, j'invente carrément une sorte de nouveau phalanstère, comme Charles Fourier, vous voyez, un nouveau phalanstère qui permet de créer une famille sans avoir des liens de couple. Voilà, c'est assez technique, et j'ai eu des amis qui travaillent dans le droit qui m'ont aidé à faire une sorte de charte, mais c'est vraiment un système assez précurseur, et j'invente Facebook en 2003, alors que Facebook n'existait pas, où je dis que grâce aux réseaux sociaux, on va pouvoir associer les familles et créer une famille qui passera par l'affectivité connective. Bon, c'est un livre un peu technique, mais pour tu vois, ma fibre, quand tu lis Je t'aime, c'est un livre profondément anarchiste. Mais ça ne m'empêche pas de voter à mon premier tour et de voter contre Le Pen au deuxième tour, évidemment. Je crois vraiment que c'est ça d'abord l'anarchisme, c'est pas quelque chose d'une crise d'adolescence, c'est profondément savoir qui sont nos ennemis, qui sont nos adversaires et qui sont nos amis. Voilà, c'est la boussole que j'aimerais vous donner ce soir. J'ai des ennemis. L'ennemi, c'est le fascisme, c'est le racisme, c'est le sexisme. J'y ai consacré des livres, des gros livres, du temps, de l'énergie de ma vie, des conférences, du temps. Voilà, j'ai des ennemis, j'ai des adversaires. La droite libérale est un adversaire, c'est pas un ennemi pour moi. Macron n'est pas un ennemi, Macron est un adversaire. Voilà, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil.
Un adversaire qu'on peut combattre par de l'argumentation, par des preuves, par des enquêtes, par des documentaires, par des livres, par des pamphlets. Voilà. C'est pas un ennemi. Je crois que là, aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il y a de l'ennemi et puis il y a de l'adversaire. Et c'est pas pareil. Et c'est criminel, politiquement et démocratiquement, ce que fait Emmanuel Todd en disant que l'ennemi et l'adversaire, c'est la même chose. Et ce que je reproche, et je vais le dire très clairement, à Mélenchon, c'est ce vice intellectuel. Et vous m'avez permis de le trouver, je ne l'avais pas trouvé au début de la vidéo, c'est en vous lisant vos questions, donc je vous remercie. C'est ce vice intellectuel qui consiste à mettre un signe égal entre ennemi et adversaire. D'ailleurs, pour vous prouver que Macron n'est pas un ennemi pour lui, mais un adversaire, c'est qu'il est en train de mendier pour que Macron amende son programme qu'il juge trop libéral. Et Macron lui a dit « je t'emmerde mon gars ». Mais peu importe, il a fait quand même la concession sur le CETA en parlant d'un comité scientifique d'examen. Mais on ne peut pas mettre le signe égal entre adversaire et ennemi. Je viens des arts martiaux, vous le savez bien, et ça a constitué ma philosophie. J'ai fait 20 ans de kung-fu à un très haut niveau, j'étais surentraîné, j'ai eu plusieurs grands maîtres de kung-fu. Jamais on ne considère son adversaire quand on fait des arts martiaux et qu'on fait du combat comme un ennemi. Sinon c'est plus de l'art martial, c'est du sport de combat, c'est de l'ultimate fighting, c'est horrible. L'art martial, c'est une école de sagesse qui consiste à dire j'ai un adversaire, d'ailleurs on le salue, peu importe le salut qu'on fait, mais on le respecte et on le salue, et c'est pas la haine qui nous meut, mais une sorte de corps martial que j'ai d'ailleurs analysé dans beaucoup de vidéos, et certainement pas un ennemi, c'est un adversaire. Il veut me donner un coup de poing sur mon nez, et moi je dois lui donner un coup de poing sur le nez. Voilà. Et le but du jeu, c'est que je dois être le premier et je dois éviter son coup de poing sur mon nez. Ça s'appelle un rapport d'adversaire. Il veut quelque chose que je ne veux pas, je veux quelque chose qu'il ne veut pas. Mais dans le cas de l'ennemi, il s'agit de tuer. Il s'agit d'éradiquer. Il s'agit de combattre pour le faire disparaître. Moi, je combats le FN, le fascisme, le nazisme, le néonazisme. Je le combats pour que ça disparaisse. Je ne suis pas du tout pour qu'il y ait des nazis et des néonazis et des racistes dans les débats télévisés. Je veux qu'il n'y en ait plus. Je serais heureux. Et donc, ce qu'a fait Zemmour, c'est de dire oh oui, mais c'est pas juste pour le débat d'idées, c'est politiquement correct que de ne pas mettre de salopard de racistes dans les débats. Et Zemmour s'est dit moi je vais être le salopard de raciste de service. Voilà. Au nom de la pluralité et du pluralisme des débats. C'est juste un vice de forme. C'est un ennemi. C'est un ennemi. S'il n'existe plus de Zemmour, je crois que le débat démocratique pourra très bien continuer sans lui. Par contre, s'il n'existe plus de Macron, eh ben, il manquera cette position libérale. Certains s'en réjouiront, mais elle existe, vous le savez bien. Et ceux qui sont dans une logique de droite gaulienne peuvent être tout à fait respectables, mais on peut aussi tout à fait les combattre. Voilà. Donc, cette idée que l'ennemi et l'adversaire empêche Macron à s'associer avec Hamon. Et c'est ça qui a coulé la gauche. Hamon a perdu un temps énorme à vouloir être partenaire pour créer un grand mouvement de gauche avec des alliances passées à droite à gauche. Enfin, à droite à gauche, c'est un mauvais jeu de mots, mais des alliances. Et ça aurait fait gagner la gauche au premier tour. Et il y aurait eu du Mélenchon dans cette gauche-là, hein, je vous rassure, hein, les insoumis, vous inquiétez pas. Mais Mélenchon a voulu niquer le Parti Socialiste, hein, c'est juste l'obsession de Mélenchon, ça je vais le faire après le 7 mai, c'est juste de la vexation et de vouloir exploser le Parti Socialiste, et du coup il a refusé une alliance. Donc celui qui a coulé la gauche au premier tour, c'est Mélenchon, mes amis. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai été clair, je crois que vraiment cette boussole-là, il faut peut-être la garder jusqu'au 7 mai, les adversaires ne sont pas les ennemis. Quand Emmanuel Macron dit dans son discours aujourd'hui je sais qu'il y en a qui vont me combattre politiquement, qui vont voter pour moi et qui dès le lendemain vont me combattre politiquement, mais en votant pour moi vous allez pouvoir me combattre politiquement, il a tout à fait raison et il fait vraiment la différence entre l'adversaire et entre l'ennemi, l'adversaire politique et l'ennemi. Voilà. Alors que évidemment si vous votez, si vous vous abstenez de voter et que vous faites monter la haine et le racisme, là vous avez affaire à des débats qui vont devenir de plus en plus compliqués. Elle s'en prend déjà aux journalistes alors qu'elle n'est même pas élue. Voilà, donc ça va être de plus en plus compliqué. Merci mes amis, voilà, il y a un gros travail à faire. J'essaie de prendre 2-3 questions. Quelle heure il est? Je ne veux vraiment pas dépasser 1h30. On a 12 minutes encore. Je prends quelques questions. Ah, il y a plein de coming out de Castor. C'est bien, les coming out de Castor. On a inventé ça ici, hein. Je n'avais pas du tout prévu d'appeler ça comme ça, mais je suis très content.
les castors. J'espère qu'on va créer le mouvement castor. C'est un mouvement qui, qui est voué à se dissoudre le 7 mai à 21 h. Voilà. On crée un mouvement temporaire. Voilà. Un mouvement temporaire, le mouvement des castors temporaires, on pourrait les appeler comme ça. On crée le mouvement des castors temporaires qui va se dissoudre, attention, à 20 h, 21 h on va dire, le 7 mai. Après, on peut continuer à s'étriper sur la gauche, sur Mélenchon, etc. Mais jusqu'au 7 mai, nous sommes des castors temporaires. Voilà. Faisons barrage, mes amis. Il n'y a même pas à discuter, à réfléchir normalement. Hein. Donc le fait qu'on discute est un problème dont il faudra discuter. Ça va, vous suivez? Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Bon, ça vous fait rire, c'est bien. Ça m'a détendu en tout cas de vous parler. Vous voyez, hein, je suis très fatigué dans ces jours-ci, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et c'est un peu délicat de prendre la parole quand on est épuisé à ce niveau-là. Mais je pense que c'était nécessaire. Contrer le FN ensuite à coup de slogan. Et je parierai dessus. Je ne prendrai pas le risque d'un possible troisième tour dans la rue à manifester. C'est maintenant qu'on peut agir et qu'il faut agir. Bien sûr, Dorcas, d'autant plus qu'il va falloir manifester peut-être, sûrement, après, mais on manifestera pour un combat qui est un combat sain, et pas un combat de haine et de violence avec des milices privées, avec du racisme dans les rues, avec la peur pour nos amis noirs ou arabes de marcher dans la rue. Parce qu'au bout du compte, c'est dans l'espace public que ça va se jouer, la haine, la peur des regards, etc. Il y en a qui me disent, mais c'est déjà le cas. Bah oui, mais il faut le combattre. Moi, j'essaie de le combattre. Et je crois que ça peut nous faire prendre conscience qu'il faut véritablement le combattre. J'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon... Ah non, Hakim, arrête Hakim. Ça devient de l'inculture patente, Hakim, à ce niveau-là. Tu es un fan et ça devient de l'inculture. Arrête de croire que ta bibliothèque intellectuelle doit s'arrêter à Jean-Luc Mélenchon, Hakim, s'il te plaît. D'autant plus parce que tu t'appelles Hakim, je te l'ai déjà dit, on en a déjà parlé. Je sais que tu as des gens qui te retournent la tête, des mélenchonistes hyper bavards, qui font des grandes pages, de mes amis d'ailleurs, qui ont voulu d'ailleurs me zapper. J'ai dû essayer de rabibocher en disant je t'aime. Bon, ça va, on va s'en sortir, mais c'est vrai que les amis sont en guerre. Hein. Mais Hakim, maintenant il faut que tu arrêtes jusqu'au 7 mai. Je te promets, Hakim, si tu parles de Mélenchon après le 7 mai, je te dirai rien. Mais là, toi qui me suis, on se connaît, on s'est connus, arrête avec Mélenchon sur mes pages. Fais ça sur ta page, mais arrêtez les mélenchonistes, s'il vous plaît. Merci. Concernant SOS Racisme, de manière pragmatique, dit Stax, vous dites qu'actuellement leur taf est sérieux. Oui, je le dis. Regardez les affaires de violence policière, SOS Racisme est absent. Ouais, d'accord. Pour vous, ce n'est pas l'instrument de l'État. Merci de me répondre par des faits. Bon, alors je t'avoue franchement, je n'ai pas analysé, tu as l'air d'être au courant du dossier, Stax, c'est bien. Non, je n'ai pas analysé en profondeur leur Twitter et leur communication. J'ai juste vu que là, ils étaient présents. Quand tant de gens ne sont pas présents, y compris sur les murs Facebook, je m'étonne que certains amis... Zut, j'ai renversé ma tasse, c'est pas grave. Je m'étonne que certains amis n'incitent pas, des amis qui pourraient juste dire allez-y les gars, déconnez pas. Je m'étonne qu'ils n'incitent pas à se positionner, à faire leur coming out de castor, même si ça tombe sous le sens, parce que c'est des amis qui sont avec des noms arabes, mais ça suffit pas d'avoir un nom arabe. Moi j'aime beaucoup les arabes qui en plus sur leur mur Facebook disent les gars, déconnez pas le 7 mai. Je crois que ça a de la valeur. Facebook, ça marche à l'affectif et ça marche avec des amis qu'on connaît. Et donc, je pense que c'est important que même si on a un nom arabe et que tout le monde sait que, évidemment, il ne s'agit pas de voter Le Pen, que vous dites, les gars, déconnez pas. Moi, je trouve ça très noble et très beau. Et les castors, pour moi, Castor is beautiful jusqu'au 7 mai. Castor is beautiful. Peut-être le slogan qu'il faut qu'on affiche sur nos Facebook. Franchement, s'il y en a un qui me propose un petit logo sympa, Castor is beautiful, je le prends. Je pense que la meilleure chose à faire pour éviter Marine Le Pen passe est justement d'éviter ce genre de leçons de morale méprisantes. Donc Georges se sent méprisé. J'ai pas trop suivi ce qu'il a commenté, j'ai vu qu'il y en a qui s'énervaient contre Georges. Je pense pas avoir été méprisant, je pense pas avoir fait des leçons de morale. J'essaie de mettre en perspective. Maintenant, répondez à Georges, ça me fatigue d'y répondre, donc allez-y, répondez-lui. Parce que là, je sais pas d'où il vient, je sais pas d'où il parle. D'accord, on ne fait peut-être pas que différer l'arrivée du Front National au pouvoir, dit Dorcas, mais ce sursis n'est pas rien, bien sûr. Entre-temps, le combat et l'espoir demeurent pour contenir et éliminer la bête immonde. Ben oui, c'est le mot de Voltaire, combattons l'infâme, écrasons l'infâme, le mot des Lumières, et je crois que c'est ça la France. La France, c'est face à l'obscurantisme, à la haine organisée, la haine qui veut devenir politique,
eh bien, il faut combattre l'infâme, écraser l'infâme. Regardez bien, hein, il savait bien utiliser les mots parmi les lumières, même s'il n'avait pas d'orthographe. Il savait très bien utiliser les mots et les concepts. Il savait où était leur ennemi, où était leur adversaire et où était leur ami. Voilà, donc écrasons l'infâme, ça c'est l'ennemi. L'infâme c'est l'ennemi. C'est la peur, la haine, les pulsions et l'organisation du chaos qui finit toujours dans le sang. Rappelons-le toujours. L'oligarchie Macron reste un simulacre de démocratie préférable à l'engeance Le Pen, au fascisme. Voilà, Dorcas, je pense que tu vas dans mon sens. Menacé par le fléau autoritariste, ouais, très bien. En tout cas, Macron pourra manifester lundi 8, tout à fait. Et si Macron fait des bêtises, je serai le premier à m'exprimer, puisque je vais continuer ces rendez-vous sans aigu. On est au numéro 4, mais on va augmenter les numéros. Voilà, j'aime beaucoup cette formule. Je suis prêt à toutes les critiques. Je lis vos messages. Voilà, donc n'hésitez pas. Je suis désolé, mais Macron est la pire chose qui puisse nous arriver. Antonello, pourquoi c'est la pire chose? Un mec qui est jamais dans la haine quand il parle, jamais dans la haine. Un mec qui dit la liberté c'est important. Un mec qui dit les couples homosexuels c'est des couples comme les autres. Un mec qui dit il y aura autant de femmes que d'hommes dans mon gouvernement. Un mec qui va aller plus vers la gauche que vers la droite apparemment, on verra. Bien sûr, un mec qui a des amis qui sont riches, etc. Mais pourquoi c'est la pire chose? C'est exagéré ce que tu dis. Parler de la France insoumise comme des personnes obnubilées par un gourou. Mais tu vois, tu es en train d'en parler, Georges. Tu vois, tu me donnes raison, Georges. Tu viens encore de nous parler de la France insoumise dont on se contrefout. La France insoumise, on s'en contrefout aujourd'hui, c'est pas le propos. C'est pas le propos. T'as vu Mélenchon à la télé aujourd'hui parler hier? Tu as vu comment il disait Macron quand même, il pourrait négocier. Tu l'as vu? Voilà. C'est pas le propos. Il en est là, Macron. Hein. Il a gardé le silence pour pouvoir négocier. Parce que au lieu de prendre parti pris pour ses valeurs, et personne ne doute qu'il a des valeurs antifascistes, il s'est dit tiens, je vais négocier, j'ai 19%. Et donc il s'est tu pour pouvoir négocier. Voilà. Pour pouvoir, et il n'a pas réussi à négocier, alors maintenant il sort du bois. Voilà ton Mélenchon. Donc c'est pas le propos, ton Mélenchon. Donc tu te le gardes, et si t'en parles, ça veut dire que t'es obnubilé. Voilà, je mettrai un Z à insoumis. Ça veut dire que vous vous prenez pour des euros, les gars, mais vous ne faites pas le taf. Vous ne faites pas le taf. Voilà, vous n'êtes pas des castors. Et c'est la honte de ne pas être un castor pour moi. Et mes amis qui ne sont pas des castors, eh ben, je vais réconsidérer, je vous le dis très franchement, hein, mes amis qui ne sont pas des castors, là je vous fais un gros chantage affectif, je vais vraiment reconsidérer, peut-être pas l'amitié, mais en tout cas, reconsidérer votre jugement politique, vraiment sérieusement. Alors, c'est vous qui en parliez, je vous donne des exemples de votre mépris. Georges, d'accord, j'ai compris. Vive Mélenchon, Georges, ça va, tu m'aimes? Tu me mets un petit cœur si je dis vive Mélenchon? Hein, tu vas isoler la vidéo et puis la faire tourner en boucle. Vive Mélenchon, vive les insoumis, ce sont les meilleurs démocrates du monde. Vive Mélenchon, vive les insoumis, ce sont nos amis. Pam pam, ça va? C'est pas méprisant là? Lancé dans un débat, on a quand même fini par parler de Mélenchon au moins 8 fois, ils ont quand même gagné. Hein. Les insoumis sont vraiment insoumis, hein, ils sont super forts. Au lieu de parler de Le Pen, ils parlent du PS, et au lieu de parler du fascisme, ils parlent de Mélenchon. C'est vraiment une secte tout à fait originale. Je ne pensais pas que ça pouvait déboucher là-dessus, un sénateur ex-PS, eurodéputé. Non, je savais pas, je pensais pas, mais bravo. Bravo aux ondes causées, hein, vous avez vraiment bien joué les petits gars, on vous aimait bien, mais sympa d'être silencieux maintenant qu'il y a les castors qui vont faire barrage pour que vous puissiez faire votre petite vidéo, très sympathique. Merci de nous avoir dit de voter Mélenchon 3 jours avant, vive l'objectivité les gars, c'était super sympa, et on voit maintenant pour qui vous rouliez depuis le début, super cool, je vais revoir toutes vos vidéos, et aux ondes causées, je vais revoir toutes vos vidéos, et puis je vous ferai un petit ozo causé spécial ozo causé, voilà. Beaucoup respectent les propos bêtement du FN anti-Macron. Ouais, l'enjeu n'est plus à l'adhésion. Voilà. Vous êtes lancés dans le débat, mes amis. Vous êtes encore 60, ce qui est énorme. Suivi de débat. Il y en a plein qui ont participé. J'espère que ça vous a aidé à pacifier le débat, même s'il y a des petites piques ici et là, c'est bien normal. Mais je suis beaucoup moins énervé que Sens Aigu 3, que j'ai failli effacer, hein, je vous le dis, tellement je m'énervais. Donc voilà. Je vais m'auto-kiffer devant vous, voilà.
voilà, si vous en voulez, allez-y. Euh, voilà, parce que c'est très dur de ne pas s'énerver, mais grâce à vous, et puis là je sens qu'il y a quand même des gens... Boris, on tourne la page, Mélenchon, merci. Ouais, mais ça marchera pas, Boris. Tu sais, c'est comme la secte, il faut un dégoûtage. Laisser dire Mélenchon à un gros zizi, sinon ça marche pas. Demain, tu refais une vidéo, tu veux ce jeu de rôle en live, jeu de rôle qui s'appelle sur ma page Facebook, et on va partir dans un militant, fier de l'être, faire barrage. Nous sommes des castors temporaires fiers de l'être. Je crois qu'on a une petite boussole là et on va pouvoir approfondir le débat. Prenez des sources, partagez abondamment. Groupe où on partage abondamment et on débat. Voilà. Amis marocains de Tanger, voir un peu comment ils voient les choses, soit fédère toutes les énergies, de gauche comme de droite gaulienne, fédère toutes les énergies. Les néolibéraux, on va cracher sur personne jusqu'au 7 mai, on va pas faire gna 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 gna, on va pas faire Mélenchon, on va rien faire, on va faire barrage, on va apporter des arguments pour pousser la jeunesse à aller voter, les jeunes qui ont 18 ans qui 7 mai, vous imaginez, on ne les a même pas aidés à être dans le bête, j'avais 20 ans et personne m'a incité vraiment. Il y avait plein de gens, ils s'appelaient à l'époque des Mélans. C'est pareil, mais Macron-Le Pen, j'ai pas voté. Et ben non, on va leur éviter cette honte prospective. Hein. On va leur éviter ça, nous les castors, et nous allons être castors jusqu'au 7 mai. Ça sera la guerre entre adversaires. Et ils seront toujours bienvenus. Respecter ah zut, je vais pas l'avoir. C'est grosso modo ça qu'il dit, excusez-moi, je cite de mes amis. À très bientôt.